Bonjour à tous, ici Éric Nicolier et bienvenue dans un nouvel épisode de Passion Immo. Passion Immo, c'est le podcast pour partager ensemble des informations pour vous aider à mieux pratiquer votre métier, donner la parole à des femmes et des hommes qui travaillent dans l'immobilier et vous communiquer les dernières tendances de la presse. Mon objectif, c'est de partager avec vous des réussites, des expériences, des infos et des idées pour que vous deveniez encore meilleur dans votre pratique professionnelle. Alors aujourd'hui, c'est un épisode de Passion Immo qui est très axé sur l'actualité. Le but, en fait, c'est... l'été n'est pas terminé, mais il s'achève en partie. La rentrée se profile. Et j'ai comme objectif de faire 2 épisodes. Le premier aujourd'hui qui va traiter d'une partie de l'actualité, de début juillet à maintenant. Et le second que je présenterai à mon avis d'ici une quinzaine de jours, qui lui traitera de l'actualité proche de la rentrée en matière immobilière. Alors, le premier événement de l'été, c'est début juillet, le remaniement ministériel. Alors vous allez me dire, oui, bon, qu'est-ce que la politique vient faire là-dedans ? Je ne viens pas traiter de politique, bien évidemment, mais c'est toujours intéressant de voir qui est nommé ministre du Logement, en remplacement de qui et pour quoi faire. Jusqu'à maintenant, nous avions Julien de Normandie, quelqu'un qui avait plutôt mérité sa place. Il était plutôt reconnu pour sa modération, sa bonne connaissance technique des dossiers, ce qui, avouons-le, n'a pas toujours été le cas des précédents ministres en charge du logement et de l'immobilier. Bon, lui était plutôt bien à sa place. Il part. Alors pour des raisons là, qu'il ne m'appartient pas de commenter, il part et il est remplacé par quelqu'un que l'on ne connaît pas. C'est Emmanuelle Wargon. Donc Emmanuelle Wargon qui est une femme, qui n'a pas de carrière politique derrière elle, donc elles font partie de ces gens de la société civile qui arrivent à un moment donné dans ce gouvernement. Elle est plutôt jeune pour une ministre, 49 ans. Alors on voit tout de suite son positionnement. Elle est secrétaire d'État, plus précisément, et elle est secrétaire d'État rattachée en fait auprès de la ministre de la Transition écologique, qui est Barbara Pompili. Et donc, en tant que secrétaire d'État chargée du logement, elle dépend donc de la ministre de la Transition écologique. Alors, c'est toujours très intéressant à noter ce genre de petits détails parce que ça montre bien ce que devrait être la couleur, en fait, la marque de fabrique de cette ministre. Et ça n'a pas manqué, puisque 4-5 jours en fait après sa nomination, elle annonce alors quelque chose qui n'a pas encore eu sa concrétisation, mais elle annonce qu'une enveloppe d'environ 4 à 5 milliards d'euros sera consacrée à la transition énergétique et plus particulièrement aux travaux de rénovation dans l'habitat ancien, qu'on appelle aussi passoire énergétique. Le gouvernement est très attendu sur cette question, mais pas ce gouvernement. Tous les gouvernements sont attendus depuis très longtemps sur ce dossier-là. On sait qu'en France, on a un vrai problème d'une inadaptation de notre habitat, de l'habitat ancien. On considère qu'environ un tiers, à peu près un tiers des logements en France sont des passoires énergétiques, ce qui est considérable. Mais on sait en même temps qu'à défaut d'aide, les propriétaires de ces logements seront dans l'incapacité de faire les travaux nécessaires. Bon. Alors, c'était une annonce importante, mais on ne connaît pas tout à fait les modalités. Deuxième déclaration de cette ministre, alors qui, moi, je l'avoue, était passée complètement inaperçue, et je m'en suis rendu compte il y a seulement 2 semaines. Mais c'est vrai que l'actualité
était tout à fait dans un autre domaine, et donc il y a eu peu d'articles à ce sujet-là. Alors je vais essayer d'être clair, de synthétiser. En 2020, sur le plan fiscal, le gouvernement a annoncé la fin du crédit d'impôt sur la transition énergétique. C'est un crédit d'impôt qui existe depuis longtemps. Bon, je vais pas en démonter les mécanismes. Et il a été remplacé par un nouveau système qu'on appelle MaPrimeRénov', en partie en fait, pour aider justement les ménages. Mais dans la mouture 2020, il était question de n'aider principalement que les ménages de conditions modestes. Alors, ce qui revenait finalement à aider beaucoup moins massivement qu'on ne le faisait au préalable par l'intermédiaire du crédit d'impôt. Alors, ce qu'a annoncé Emmanuel Wargon, en fait, c'est qu'en 2021, tous les ménages, sans exception et sans condition de revenu, seront cette fois concernés par cette prime sur la rénovation énergétique. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire tout simplement qu'on va ouvrir davantage le dispositif. Et il est vrai qu'en 2020, un certain nombre de ménages à moyen et haut revenu se disaient qu'ils allaient être exclus des futurs dispositifs de ce type. Bon. Alors, il conviendra juste en fait de regarder ce qu'il en sera dans les détails, mais bon, on a le temps, hein, tout ça, ça va se discuter avec la loi de finances pour 2021, donc fin de l'année, hein, donc on a encore quelques mois avant de se retrouver confronté à ces discussions-là. Moi, ce que j'espère, c'est que ce dispositif soit également simplifié, parce que c'est une usine à gaz. Je fais une petite parenthèse. Dans mes cours sur la fiscalité immobilière, j'ai présenté en 2020 le crédit d'impôt sur la transition énergétique. J'ai présenté cette prime Rénov'. Et ben c'est compliqué, très compliqué à présenter. Et donc je me doute que le grand public, les particuliers qui sont confrontés en fait à ce type d'investissement, doivent avoir le plus grand mal à comprendre, à se débrouiller à l'intérieur de cette jungle. C'est une vraie jungle, hein, le dispositif. Pour le comprendre, il faut lire plusieurs dizaines de pages en fait, d'une synthèse qui est censée éclairer, mais sincèrement, tout n'est pas clair. Et moi, j'espère que ce dispositif va être simplifié parce qu'il y en a besoin. Alors, j'en veux pour preuve d'ailleurs que, comme tout dispositif compliqué, il n'a pas eu de succès. Voilà. Il y a eu seulement 50 000 environ de dossiers aidés jusqu'à maintenant. C'est très faible, très très faible. C'est très en deçà des objectifs qui étaient attendus. Hein. Je crois que le gouvernement attendait environ 200 000 dossiers aidés sur ces travaux pour la rénovation énergétique. Et non, on est très en deçà. Alors, il est fort possible que le confinement n'a pas aidé. Hein. Il faut aussi analyser les choses comme ça. Mais en tout cas, l'élargissement déjà qui a été annoncé pendant l'été par la ministre était déjà une décision importante. Bon. Voilà, ça c'était le premier volet que je voulais aborder. Deuxième fait marquant de l'été, un titre du Figaro du 10 juillet, la justice donne raison aux notaires face aux agents immobiliers. Je rappelle simplement les faits très rapidement. Fin de l'année 2019, la FNAIM organise son congrès annuel. Lors de son congrès annuel, le président de la FNAIM présente le caducée, c'est-à-dire l'emblème qui a été travaillé pour devenir en fait le symbole des agents immobiliers. Alors ce caducée, il est censé s'apposer sur la devanture en fait des agents immobiliers. Pour rappeler qu'ils sont une profession réglementée, etc. Bon, donc ça s'est présenté fin 2019. Début de l'année 2020, le caducée est disponible, donc on commence à voir des agents immobiliers qui l'apposent sur leur agence.
D'ailleurs, on voit dans les réseaux sociaux à cette époque, alors je rappelle qu'on est avant le confinement, hein, on voit sur les réseaux sociaux des agents immobiliers qui se font prendre en photo fièrement à côté de ce caducée. Ils ont de quoi, puisqu'en fait, il est plutôt bien fait. Alors, le problème, c'est que ça pose un souci aux notaires. C'est-à-dire que les notaires se disent, oui, mais est-ce que ça ne ressemble pas à celui que nous, on appose au fronton de nos études? Et donc les notaires, ou plutôt le Conseil supérieur du notariat, saisit la justice. Et c'est le tribunal judiciaire de Paris qui va être saisi en fait de cette affaire et qui va prendre, comme c'est le cas en matière de ce type de décision, donc il va prendre quelques temps pour décider. Alors le 10 juillet, la décision tombe, le jugement tombe, le tribunal judiciaire de Paris donne en fait raison au Conseil supérieur du notariat. Il estime en fait que le nouveau symbole de reconnaissance dont se sont dotés les agents immobiliers ressemble trop au caducée des notaires. Alors, il est vrai que si on les regarde de près, on ne peut pas dire qu'ils ne se ressemblent pas. Voilà, ça serait de la mauvaise foi que de dire le contraire. Voilà. Alors, là, on rentre dans une bataille judiciaire. La FNIM fait appel. Elle fait appel de ce jugement. Donc ça, c'est en juillet. Le problème, c'est que l'appel n'est pas suspensif. Alors, je rappelle simplement ce que c'est qu'un appel qui serait suspensif. L'appel suspensif, temporairement, en fait, suspendrait l'exécution de la décision qui a été rendue par le tribunal judiciaire. Or, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire qu'en fait, le jugement du tribunal judiciaire s'applique, ce qui signifie que les professionnels de l'immobilier qui ont placé le caducée doivent le retirer dans l'attente du jugement. Enfin, dans l'attente plutôt de la décision rendue par la Cour d'appel. Alors évidemment, cette décision de la Cour d'appel, elle ne va pas se faire immédiatement. Donc là, on est dans l'expectative. Qu'est-ce qu'il va advenir ? Alors, beaucoup estiment que les notaires et les agents immobiliers, en tout cas la FNIM et le Conseil supérieur du notariat devraient peut-être se mettre autour d'une table et puis faire dégonfler cette polémique et voir pourquoi pas trouver un accord. Bon, là, on peut tout imaginer sur ce plan. Donc, affaire à suivre, en tout cas, mais qui ne devrait pas avoir de développement avant, à mon avis, septembre ou octobre. Après avoir évoqué la nomination de la nouvelle ministre du Logement, de la situation plutôt assez conflictuelle entre les notaires et les agents immobiliers, nous allons revenir à des considérations un petit peu plus économiques. Lors de notre dernier épisode que j'avais consacré en fait à l'actualité de l'immobilier, qu'est-ce qui ressortait ? L'incertitude, c'est-à-dire la grande question en plein confinement et dans les quelques jours, voire même les 15 jours qui ont suivi le confinement, est-ce que la situation va reprendre ou est-ce que la mécanique est cassée ? Et honnêtement, il était quand même un peu compliqué d'y répondre. Alors là, on a un petit peu plus de recul et la presse, pendant cette première partie de l'été, est revenue sur la situation après le déconfinement. Le Monde titre carrément « L'immobilier se rétablit vite depuis le déconfinement ». Et c'est effectivement la tendance générale des quelques articles que je vais vous présenter. Le Monde cite un chiffre. À Paris, le prix du mètre carré, nullement impressionné par la crise, a encore grimpé de 7,4% en moyenne. Et on se situe en moyenne, évidemment, à 10 670 € le prix du mètre carré dans la capitale. Donc, premier constat,
le confinement n'a eu strictement aucune influence sur les prix, en tout cas à Paris. Alors, est-ce que c'est la même chose dans le reste de la France ? Sur toute l'Île-de-France, c'est clair. En Bretagne, les prix du mètre carré sont quasiment... Enfin, on peut citer, on peut dire le terme, envolé, hein, plus 11%. Centre-Val de Loire, c'est plus 11% également, en Occitanie. Bon. En fait, il y a 3 endroits où les prix ne rentrent pas dans la même logique. C'est en Nouvelle-Aquitaine, moins 4%, en Auvergne-Rhône-Alpes, moins 1,3%, et en Normandie, moins 3,1%. L'article du Monde aussi confirme cette reprise du marché sur un autre front, celui des banques. Il y a un chiffre, là encore. La production de crédit immobilier a atteint fin juin 1,5 milliard d'euros, exactement comme l'an passé à la même date. Voilà. Donc on ne peut plus une démonstration qu'en juin, tout se passe comme si la crise du Covid n'était pas passée par là. Alors, les taux ont un petit peu augmenté, mais tellement peu, 0,10 points, pour moi c'est rien, hein. Voilà, il faut toujours rester raisonnable par rapport à ça, que effectivement, ces taux bas sont un moteur évident de cette reprise au mois de juin. Pour autant, l'article du Monde, et on y reviendra, pointe une inquiétude, c'est est-ce que les banques vont continuer d'accorder des prêts aux primo-accédants. On est toujours sur cette fameuse recommandation de prudence du Haut Comité à la stabilité financière de la fin de l'année 2019 qui avait préconisé un petit resserrement concernant l'octroi de crédits immobiliers. Alors évidemment, la crise du Covid a un peu brouillé tout ça. Il reste à savoir ce qu'il en adviendra dans les mois qui viennent. L'Express, dans son numéro de la mi-juillet, pareil, titrait les prix de l'immobilier au plus haut. Puisque, bon, un peu ironiquement, il disait stop ou encore. Hein, jusqu'où ça va s'arrêter, effectivement. L'article de l'Express indique bien, contrairement à ce que prévoyaient les pires oracles pendant le confinement, les 2 mois de crise sanitaire n'ont pas marqué la fin de la folie immobilière. Le nombre de compromis de vente signés en juin 2020 est un record dans notre réseau, se réjouit Laurent Vimon, président de Century 21 France. Mais là encore, petite prudence, hein, que dit l'article ? Le rebond est indéniable, mais le marché immobilier ne va pas rester euphorique si les fondamentaux économiques se dégradent à la rentrée de septembre. Qui dit ça ? C'est Henri Buzy-Cazot, président de l'Institut du management des services immobiliers, qui en général a un regard assez fin sur la situation des marchés de l'immobilier. En plus, on ne peut pas le suspecter, a priori, d'avoir un regard partisan, de défendre tel ou tel réseau. Non, mais il dit une vérité, c'est qu'en fait, le mois de septembre-octobre, on va dire, va être le moment de vérité sur cette situation de l'immobilier. Il faudra regarder ce qui va se passer à la rentrée avec beaucoup d'attention. Alors, dans ce contexte-là, Le Parisien, début juillet, titre une double page, pas de crash immobilier en vue. Alors, la conclusion, elle est heureuse, parce qu'en fait, certains se posaient la question, et moi je me souviens d'articles pendant le confinement où on se posait la question, n'y a-t-il pas un crash immobilier qui va se produire prochainement ? Pas du tout, on n'est pas du tout dans cette situation. Donc, le grand article du Parisien, là encore, précise des chiffres. Alors là, c'est par exemple, on cite Yann Géano, qui est le président du réseau La Forêt Immobilier. La demande de biens explose de plus de 48% par rapport au mois de juin 2019. Alors, c'est tout sauf une situation de crash.
On a interrogé également Philippe Taboret de CAFPI. Alors que nous dit CAFPI CAFPI craint une reprise trompeuse. Pourquoi une reprise trompeuse ? Parce que CAFPI, et c'est ce que j'ai indiqué il y a quelques minutes, CAFPI rappelle que l'octroi des crédits logiquement est encadré, qu'il y a un durcissement quand même des conditions d'octroi des crédits, et qu'à partir de là, ça peut être des freins très forts au financement, et donc mettre de côté un certain nombre d'acquéreurs qui souhaiteraient acquérir un bien. Et l'article du Parisien dit « Attention, le nombre de dossiers refusés pourrait alors grimper en même temps que la courbe du chômage. » Et effectivement, s'il y a bien un indicateur qu'il va falloir regarder avec attention, c'est celui de la courbe du chômage. Il est indéniable que si le chômage reprend très fortement, ça aura un impact sur les acquéreurs qui, en tout cas pour ceux qui se retrouveraient dans une situation difficile, ne seraient pas en condition d'emprunter et donc d'acheter. Là encore, un point qu'il faudra regarder avec attention. En revanche, et là c'est Mieux vivre votre argent, le magazine, qui insiste sur un point qui, pour ma part, que je n'avais pas vu, c'est que en juillet, 68% de la clientèle de CAFPI, et d'ailleurs CAFPI a fait un communiqué en ce sens, 68% de la clientèle de CAFPI, ce sont qui ? Ce sont des primo-accédants. Voilà. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que si plus de 2/3 des primo-accédants, plutôt si les 2/3 des résidences principales qui ont été achetées l'ont été par des primo-accédants, c'est bien le signe qu'a priori, en tout cas en juillet, on n'avait pas ce resserrement du crédit qui était attendu. Mais là encore, attendons. Parmi tous les articles qui sont parus pendant l'été, il y en a 2 qui ont retenu un peu plus mon attention. Le premier, c'est tout un dossier qui est paru dans le magazine Challenge début juillet 2020, le 2 juillet très précisément. Alors il revient de manière assez détaillée sur un phénomène très français, celui de la résidence secondaire. Le chapeau de l'article précise les choses de la manière suivante. Le confinement a déclenché des envies d'ailleurs, un lieu pour séjourner le temps des vacances, accueillir famille et amis, mais aussi pour y exercer son activité en télétravail. Et c'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, le confinement a remis en fait en évidence l'existence des résidences secondaires. Brice Teinturier, cité dans l'article, qui est directeur général délégué de l'Institut Ipsos, rappelle en gros, 89% des Français ont trouvé leur logement adapté au confinement et l'ont bien vécu. Alors ça, c'est un chiffre intéressant. Ça montre bien que fondamentalement, mais ça, on connaissait déjà cet indicateur, 9 Français sur 10 sont tout à fait satisfaits de leur logement. Alors c'est ma petite remarque, ce qui revient à dire qu'en définitive, en France, le phénomène du mal-logement n'est sans doute pas un phénomène aussi répandu que parfois on peut le lire dans certains articles spécialisés. Brice Teinturier continue le déploiement de quelques chiffres. Il dit 22% déclarent avoir envie de déménager, dont 58% de ceux vivant en appartement pour s'installer dans une maison. Et donc effectivement, moi les contacts que j'ai pu avoir avec des agents immobiliers depuis le déconfinement montrent qu'il y a une vraie recherche de biens de ce type, donc de résidences secondaires,
de la part d'acquéreurs qui finalement ont profité de la période de confinement pour réfléchir à la définition d'autres projets. Dans ce dossier, il y a une interview de Jean Viard, qui est un sociologue spécialisé en fait dans le monde rural, et revient sur un point. Alors, je pense que vous vous souvenez tous qu'il y avait eu une polémique quand un certain nombre de Franciliens avaient quitté la région assez massivement au début du confinement. Alors il revient là-dessus. Parce qu'en fait, 17% des Franciliens ont effectivement quitté la région au début du confinement, ce qui représente quasiment un quart de la population. Et on lui demande, est-ce que c'est un phénomène inédit ? Alors sa réponse, cela n'a absolument rien d'inédit, car historiquement, l'aristocratie et la bourgeoisie ont toujours eu plusieurs résidences. Le fait de se réfugier dans sa maison de campagne pendant une crise a toujours existé. Dès le XIXe siècle, la haute société cherche déjà à s'éloigner à 1 heure à cheval des villes qui sont sales et sentent mauvais. Cette maison secondaire leur offre ainsi la possibilité de s'approvisionner en produits frais. C'est aussi à cette période que se développe la notion de villa dans les stations thermales ou balnéaires. Puis dans les années 30, face à la montée des périls, une partie de la bourgeoisie parisienne s'achète une maison secondaire pour s'y réfugier en cas de danger. Donc ce phénomène, au moment du confinement, qui a paru extraordinaire par certains, finalement, s'est déjà présenté à maintes reprises dans l'histoire. Tout autre sujet, l'immobilier de luxe, qui est évoqué par le magazine AGFI, magazine suisse, je rappelle, fin juillet 2020. Alors évidemment, l'immobilier suisse ne nous intéresse pas directement. En tout cas, AGFI titre de la manière suivante: l'immobilier de luxe particulièrement touché par le Covid-19. J'ai relevé un passage de cet article. La pandémie redistribue désormais les cartes du marché mondial de l'immobilier de luxe. Cette année, dans de nombreux pays européens, l'endettement va littéralement exploser. Compte tenu de la charge de la dette existante, les risques augmentent ainsi pour la zone euro. La perspective de nouvelles hausses d'impôts et l'horizon économique durablement plombé par l'incertitude réduisent l'attrait de l'immobilier de luxe en France et en Italie. Alors, ces notes un petit peu discordantes dans ce qu'on a déjà pu voir dans cet épisode aujourd'hui, à savoir que la crise a été plutôt bien encaissée aujourd'hui par le marché de l'immobilier, mais une sonnette d'alarme est tirée par le chef économiste d'UBS, en fait, qui est ici interviewé par AGFI, concernant l'immobilier de luxe, dont on peut penser effectivement qu'il ne sortira peut-être pas indemne de la crise actuelle. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous en fait pour la deuxième partie de cette revue de presse, de cette revue d'actualité de l'été, dans un épisode à venir prochainement. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn, Éric Nicolier tout attaché. Et puis vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Immo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.